Bonsoir Alexis Corbière, vous êtes député insoumis de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le mouvement se durcit, on l'a entendu. Il y aura donc 2 journées de grève, l'une mardi prochain, en semaine, l'autre le samedi 11, jour de départ ou de retour en vacances. Donc ça va gêner des gens qui partent au ski, et pas que des bourgeois parisiens, des gens qui partent en vacances, et pas que des gens qui partent au ski. Est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est embêtant ? Le propre d'une grève, c'est que c'est l'occasion de vérifier quelque chose que parfois on oublie, c'est que sans les travailleurs, la machine ne fonctionne plus, si je puis dire. Sans les enseignants, on a les enfants sur les bras. Sans les conducteurs de bus, ça avance plus, etc., etc. Donc, le prix de cette vérification, c'est que ça gêne les usagers. Sans aucun doute. Ils veulent prendre des vacances bien méritées. Oui, mais sans aucun doute, il y a un effet. Maintenant, le débat est le suivant. C'est est-ce que vous voulez prendre 2 ans ferme de travail? Est-ce justifié pour notre système de retraite? Je suis dans le camp de ceux qui disent non. Même qu'on peut trouver d'autres sources de financement, évidemment, qu'il n'y a pas cette dramatisation qui justifie donc cette réforme, que 2 ans supplémentaires, c'est dur pour tout le monde, et c'est dur en particulier pour les femmes, 40% des carrières hachées, c'est dur pour ceux qui ont commencé tôt, etc., etc. Vous en avez déjà parlé. Donc c'est le moment de la lutte, si je puis dire, de la mobilisation, en utilisant les outils d'une démocratie sociale, qui est la marque des grandes démocraties, le droit de grève, le droit de manifester. Et par définition, une grève qui ne pose aucun problème est une grève qui n'existe pas. D'accord ? Il y a des pays où il y a des traditions qui sont celles du brassard ou de je continue à travailler, mais il ne se passe rien. Nous, on est un pays où il y a une histoire, une tradition sociale. À l'étranger, on nous regarde parfois comme étant ces Français fougueux. Moi, je suis fier de ça, d'un pays qui a marché devant dans des grandes conquêtes sociales, etc., et qui a un système de retraite, même si on compare avec l'étranger, on a moins de pauvres que dans les autres pays. Donc défendons-le. Donc c'est la mobilisation, elle est puissante. Moi, ce qui caractérise la période, c'est le rejet ultra majoritaire de cette réforme. J'ai compris. Et c'est vrai. D'ailleurs, tiens, j'ai l'occasion de vous montrer un sondage. Il augmente. 63% des Français soutiendraient des blocages. Ah oui. Même pour les vacances de février. C'est un sondage Odoxa Black Boy. Est-ce que vous me permettez une remarque là-dessus? C'est que c'est le moment aussi de la bataille sémantique, si je puis dire, des mots. Le blocage, ce serait prétendument les syndicalistes, la France insoumise, Corbière et son caractère de cochon et ses amis. Voilà. Mais est-ce que le blocage, c'est pas le gouvernement aussi qui a l'initiative? Non, mais est-ce que vous et moi, on a appris tout petit, la démocratie, c'est la volonté générale, d'accord? Y a-t-il une volonté générale dans ce pays de travailler 2 ans de plus, d'accepter ça? Il me semble que non. Très bien. D'accord? Donc, à partir où on bouscule ce qui est la base même d'un système démocratique. On peut dire ça, et manifestement c'est vrai, et pour autant parler de la légitimité des moyens d'action. Alors, parce que mais ça, je suis d'accord. Voilà, non, mais moi, alors que les choses soient claires, je ne suis pas pour des moyens d'action qui amèneraient à ce que, l'adhésion au mouvement s'effrite. Et là, c'est des moments essentiels. Alors déjà, petit 1, à la place qu'elle amène, parce que moi, je suis pas un donneur de leçons. Je veux dire par là que les syndicats font des choses que de manière générale, on va dire, je soutiens. Maintenant, j'invite mes amis, s'ils m'écoutent et si j'ai une influence sur eux, faites des choses qui popularisent le mouvement, qui le rendent joyeux. Ma question est légitime. Alors, dans le cadre de ce que vous avez dit, très exactement dans le cadre de ce que vous avez dit, vous ne voulez pas d'action qui rende le mouvement impopulaire, faire des grèves massives. Par exemple, le 11 février. Le 11 février, c'est au milieu des vacances d'une zone. Donc, il y a des mouvements et c'est le début des vacances d'une autre zone. Là où des gens partent en vacances, voir leurs parents, leurs grands-parents, etc. Ces mouvements-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont efficaces ou qu'ils sont de nature, comme vous l'avez dit, à rendre le mouvement impopulaire? Oui. Non, je pense que, de toute façon, je vais dire les choses plus simplement, je pense qu'il faut que nos amis des transports entrent encore plus dans l'action, ils le sont déjà, et que nous montions en puissance. Et deuxièmement, la journée du 11, elle a cet avantage à mes yeux, c'est qu'il y aura fromage et dessert, si je puis dire. Parce qu'en semaine, manifester, c'est puissant, ça coûte cher. Le samedi, ça permet à ce que toute une série de secteurs de la société, moi je pense, vous savez, je suis élu de Seine-Saint-Denis, des gens qui travaillent dans le privé, qui soutiennent la lutte, mais qui ont du mal parfois, qui sont venus une journée, qui sont pas venus à la deuxième, ça peut manifester, et donc ça peut rendre la chose encore plus puissante. Permettez-moi de dire que je vois des contradictions dans... Mais il y a une contradiction. Vous dites, Laurent Berger a dit, le niveau d'efficacité syndicale ne se mesure pas au niveau d'emmerdement des citoyens. Il a raison. Bah alors. Mais ça, c'est pas de l'emmerdement. Bah si, empêcher les gens de partir en vacances, c'est de l'emmerdement. Non, mais attendez, premièrement, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais c'est pas un emmerdement, je vais vous dire, allez dans une gare, et certains de vos collègues l'ont fait, faites traîner un micro, les gens vont vous dire qu'ils ont raison, c'est tout. Maintenant, le fauteur de trouble, celui qui bloque,
c'est Macron, c'est tout. Je veux dire, vous ne pouvez pas brutaliser un pays. Non mais, Gilles Banchan, si je vous arrache votre montre, vous allez réagir, évidemment. D'accord? Si vous voulez imposer 2 ans de plus de travail à des gens, ils réagissent. Eh bien moi, je suis très pacifique et je pense qu'il y a des moments où le président de la République, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait dire, voilà, les conditions sont pas réunies. Enfin, j'écoute peut-être ceux qui proposent autre chose. Voire même pire, on avance vers une solution de consultation du peuple, par exemple, et toute une série de choses. Faut revenir un peu, quand on a l'esprit républicain, c'est pas uniquement en faisant des redemontades. Je constate que vous êtes clair sans l'être vraiment sur cet emmerdement une grève qui n'a aucun effet, qui ne cause aucun désagrément, ça n'existe pas. Je ne souhaite pas du désagrément, donc je pense qu'il faut retirer le texte. Voilà, je peux pas faire plus simple. Non mais ça peut pas être. D'accord. Non mais il peut pas gagner au tirage et au grattage, Macron. Il peut pas. Non mais ce qui se passe pas comme ça. Aussi ce que je dis, c'est le moment des mots. C'est que la lecture du mouvement et l'état de tension dans le pays, ça peut pas être ceux qui manifestent. De toute façon, vous avez pas envie de répondre. Mais je vous ai répondu. Non, alors il y a deux stratégies très claires. Il y a Philippe Martinez qui dit oui, il faut bloquer, oui, il faut des grèves reconductibles et c'est pas grave si on emmerde les Français. Oui, parce que ça va très vite. D'accord. Et il y a Laurent Berger qui dit il faut des mouvements massifs, il faut quelques journées extrêmement massives pour montrer la puissance de l'opinion. Vous faites le porte-parole, très bien, mais je vais vous dire que Laurent Berger soutient que le 11 février, un maximum de salariés soient mobilisés. Donc, ne vous faites pas plus bergériste que Laurent Berger, qui, comme moi, veut que le 11 février, ce soit puissant, massif, et que tout s'arrête, et que tous on envoie un signal très clair, et que dès le 12, Madame Borne et Monsieur Macron disent, message compris. Donc, et tout s'arrête le 11 février. Le texte est retiré. Voilà. Tout s'arrête. Et comme moi, après, faudra... Vous voulez que tout s'arrête le 11 février. Parce que oui, j'appelle à l'action, à la mobilisation. Et je pense aussi, il faudra regarder les chiffres de sociologiquement, qui c'est qui vraiment, parce que vous dites que les gens partent en vacances, très bien, je les salue, ils ont tout à fait le droit, mais enfin, le pourcentage de Français qui va au ski. Mais j'ai dit justement que les vacances, c'était pas que le ski. Merci. Oui, mais bon allez. On est d'accord. Oui, mais les gens qui partent en province. Moi, je suis prof, j'ai été prof avant d'enseigner pendant 20 ans. Quand je me mets en grève, je sais que pour les parents, c'est un moment qui est casse-pied. J'ai 3 enfants et quand on les a sur les bras, c'est compliqué. Que tout le monde tire. Je vous ai le message est passé. Entendu à la radio expliquer sur France Info Radio que vos électeurs attendaient de vous que vous fassiez votre boulot de parlementaire en vous imposant au texte par tous les moyens. On va regarder quelque chose. Êtes-vous sûr que vos électeurs de la circonscription de Seine-Saint-Denis vous aient envoyé à l'Assemblée nationale pour ceci? On a vu en commission, alors jusqu'à présent le texte prévoit que le régime de la RATP allait s'éteindre le 31 août 2023, donc ça s'éteint le 31 août 2023, écrire 2019, puis 2050, c'est aller un petit peu trop vite. Est-ce que vos électeurs vous ont envoyé à l'Assemblée nationale pour que vous déposiez, il y en a eu 23 des amendements comme ça, où à chaque fois on change une date, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, 1000 fois oui, parce qu'en plus, parmi mes électeurs, pour être très précis, il y a beaucoup de gens qui bossent à la RATP, et que cette discussion, c'est sur la question du régime des agents de la RATP, et notamment les conducteurs de bus, qui aujourd'hui partent à la retraite à 56 ans. Il faut déposer des amendements, il faut faire 2022, 3, 2024, 2025. Oui, c'est une discussion de repli. Il y a des moments, parce que si on gagne pas sur telle date, on peut éventuellement gagner sur l'autre. On va pas reprocher à des parlementaires, il peut pas y avoir 2 discours dans le pays. Ils foutent rien, et quand ils font du boulot, ils en font trop. Il faut faire du boulot utile. Mais ça, c'est, ça, c'est utile. Non, mais là, c'est une de déposer politique. 23 amendements sur la même date. En fait, c'est le même sujet. Ce qui est utile. Faut-il éteindre le régime spécial de la RATP? C'est un débat. Ce que vous citez, c'est même plus des amendements de repli, parce que ma position, c'est de ne pas y toucher. C'est des amendements qui reculent la date pour que les salariés soient moins frappés vis-à-vis de cette extinction. Donc tout ça, c'est de la discussion parlementaire. Maintenant, on va pas tourner autour du pot. Je suis d'accord avec vous que je vais être franc du collier. Je suis opposé à ce texte. Je trouve qu'il brutalise l'ensemble du pays. Il brutalise même le Parlement. Parce que la procédure qui est utilisée est une procédure singulière que, à mon avis, vous n'avez jamais, comme journaliste attentif que vous êtes vu passer. C'est l'article 47 que vous avez découvert comme moi, sans doute. Vous. Ou peut-être, voilà, on s'est dit, tiens, ça existe. D'accord, on utilise, le gouvernement, tous les artifices les plus autoritaires, je le dis, de cette Constitution, pour martyriser le Parlement. Et je le dis avec un clin d'œil, mon ami Marine Tondelier de ELV avait dit, faudra faire du Parlement une ZAD. Je suis pas d'accord. Moi, je dis plutôt qu'il faut faire du Parlement un PAD, un Parlement à défendre. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on le fait? Oui. Là, par exemple, est-ce que vous confirmez que la NUP a déposé, là c'était en commission, a déposé pour la discussion générale 13 000 amendements? Un peu moins, mais oui, nous avons déposé beaucoup d'amendements, parce que nous voulons avoir une maîtrise de 12 500, mais c'est pas le sujet. 12 000 non, mais alors... 12 000 que ceux qui nous comprennent, déjà,
on les dépose, mais il y en a beaucoup qui vont finir à la poubelle parce que ils nous en. Oh, il va en rester quelques-uns quand même. Non, mais attendez, oui, on verra. Il y en a, en général, il y a beaucoup d'éléments qui amènent à ce que le gouvernement les juge non recevables. Donc on verra combien il y en a. Ensuite, au cours du débat parlementaire, je veux pas être trop pédant, mais il y a beaucoup d'astuces par moment qui peuvent être utilisées, y compris par le gouvernement, pour faire tomber des centaines d'amendements. Non, mais vous aussi, vous faites des trucs astucieux. Oui, mais j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que nous souhaitons qu'une discussion ait lieu de toute manière sur une partie du texte. Par contre, ce que je souhaite, effectivement, surtout en raison du calendrier restreint qui a été utilisé, qui de toute manière, même si on n'arrive pas au bout de la discussion, le gouvernement, avec ce fichu article 47.1, est en capacité de l'imposer. Je souhaite que nous démontrions qu'il y a une volonté de brutalisation. Je souhaite que nous prenions du temps sur des sujets importants. C'est de l'obstruction? Non. Ah non, l'obstruction, c'est l'article 47.1. Ça, c'est de l'obstruction parlementaire, l'article 47.1. Utiliser un article qui dit, au bout de 12 jours à l'Assemblée nationale, ça part au Sénat, ça revient à l'Assemblée nationale, et même s'il n'y a pas de majorité, même si on n'a pas discuté des 21 articles, on peut vous imposer un texte, ça s'appelle de l'obstruction. Ne retournons pas, on n'est pas dans un régime parlementaire aujourd'hui en France. On est normalement dans un régime un peu hybride, mais j'observe que de plus en plus... Oui, aussi un peu avec le Parlement, en déposant des amendements où vous changez une virgule, pour changer une virgule, puis pour changer deux points. Non, alors déjà, ça, c'est pas des virgules, ce que vous avez montré. Ce n'est pas vrai. Alors, je veux bien, c'est une image que vous utilisez, mais il n'y a pas d'amendement de changement de virgule. Que vous discutiez de la suppression des régimes spéciaux, c'est normal. Ça prendra du temps, et je suis pour que la discussion, notamment, permette que, lors des manifestations que vous avez citées, le 7 et 11, on soit en pleine discussion. Nous n'aidons pas à ce que l'affaire soit rapidement réglée, parce qu'on parle de 2 ans de vie. Après, chacun peut apprécier la stratégie. Moi, je trouve que c'est la bonne stratégie qui consiste à faire du Parlement un lieu de résistance. Par exemple, vous avez invité tout à l'heure Monsieur Odoul. Le Front National lui dépose très peu d'amendements, même moins que Renaissance. Donc, et pour que le texte glisse, moi, je ne suis pas d'accord. Non, ils disent pas ça. Ils disent si vous déposez peu d'amendements, la discussion va très vite. Et au bout d'un moment, le texte, il est adopté. Et après, on peut toujours dire qu'on était contre, mais on n'a pas aidé à ce qu'éventuellement ça résiste. Toute l'histoire sociale démontre que les durs de dur, les droits dans leurs bottes, j'ai entendu Madame Borne dire et non négociable. Quand le mouvement social est là, vous savez, il y a des choses, c'est comme le poulpe. Pour l'attendrir, faut un peu taper dessus. D'accord? Et quand les gens, symboliquement j'entends, mais quand ça se mobilise, au bout d'un moment, les gens durs de dur qui voulaient pas bouger, ils peuvent reculer un petit peu. Et moi, je souhaite, j'étais plus jeune, Monsieur De Villepin vouloir imposer un CPE à la jeunesse, et puis finalement, il a retiré le texte. J'ai été dans différentes mobilisations comme vous, où des textes finalement étaient retirés. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, nous sommes l'expression, nous, à l'Assemblée nationale, de cette grande résistance et ce refus populaire. Et ça se matérialise par un nombre d'amendements. Et le nombre d'amendements que vous déposez, vous savez, j'ai fait le calcul, c'est une quinzaine d'amendements par jour pour un député. Le député que je suis peut chaque heure présenter un amendement. C'est pas faire honneur ou déshonneur à mon mandat. 12 500 amendements. Au total. On va parler de on va changer complètement de sujet, et parler de ce que Jean-Luc Mélenchon appelle une crise de croissance à LFI. C'est ce qu'il avait dit à Caroline Roux dans l'émission dont il était l'invité. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que c'est juste une crise de croissance? Moi, je dirais, alors, vous allez me gronder d'abord. C'est pas mon genre. Dans le contexte, vous avez le droit. Dans le contexte de mobilisation, moi, je suis pour ni division, ni diversion à l'heure actuelle. J'ai fait entendre des choses sur mon mouvement, dont je suis avec d'autres, un des anciens, mais Jean-Luc Mélenchon, évidemment, est le personnage central de tout ça. Mais dernièrement, il y a des choses qui, je considère qu'il faut remettre sur le travail, et je l'ai dit. Mais notamment le fait que les militants doivent être plus consultés, qu'une direction soit plus intégratrice, si je puis dire, des différentes personnalités du mouvement. Il y a des choses qui sont pas stabilisées, donc je vais pas le retenir comme ça. Je fais entendre le fait qu'il faut continuer à travailler. À ce stade, je ne suis pas invité à participer à des instances. Mais le problème, ça n'est pas ma personne. Alors, juste un truc. Non, mais je veux dire, vous allez me trouver un peu pédant, mais le problème, c'est pas, il y a Alexis, c'est super, il y a pas Alexis Corbière, c'est scandaleux. Le problème, c'est l'ensemble général. J'observe que nous avons dans notre mouvement des caractères, Monsieur Ruffin, Madame Clémentine Autain, Monsieur Coquerel, on peut me mettre là-dedans, Madame Garrido, qui sont, je pense que c'est utile, avec d'autres, qu'on fasse équipe commune. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, je reviens à mon affaire. Parce que je reviendrai, vous m'inviterez dans 2 mois, je reviens à mon affaire que, à l'heure actuelle, ce que je propose, c'est que quand nous sommes dans le mouvement des retraites, ce sujet, mais vous me balayez du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que je fais mezzo voce sur cette affaire à l'heure actuelle, et je l'assume. Je l'assume vis-à-vis de ceux qui m'écoutent. Je pense que le débat doit continuer dans la France insoumise, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il faut être tout entier, concentré sur une chose, être utile à la bataille. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont, propos de Jean-Luc Mélenchon dans Le Monde du 22 janvier, qu'on va voir en parlant de vous, d'Éric Coquerel, qu'est-ce qu'ils ont à mettre en avant, à part le fait qu'ils me connaissent depuis longtemps? Je trouve que je vous connais. Vous avez voué votre vie politique à la victoire de Jean-Luc Mélenchon. D'entendre de tels propos,
de lire de tels propos, qu'est-ce que ça vous a fait? De la peine. De la peine? Oui, mais restons là, c'est pas grave. Bah non, c'est important. Non, mais c'est tout, c'est pas grave. Je trouve pas ça agréable. Mais restons-en là, c'est pas grave. Mais comment? Pourquoi il dit ça? Je n'ai pas la réponse. Bah, vous lui poserez la question. Invitez-le. Je sais pas. Vous parlez? Actuellement, de toute façon, vous comprendrez que c'est un peu moins le cas. Mais je garde beaucoup d'admiration. Si Jean-Luc m'écoute, il m'écoute pas. Le personnage est un personnage qui a énormément apporté, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est pas le sujet. Je veux pas, je l'ai dit, je veux pas pipoliser. Le problème, c'est pas ma relation à Jean-Luc. Elle concerne que lui et moi. Et franchement, c'est pas l'affaire. Bon, voilà. Je dis, nous tous, évitons les phrases qui, au-delà de la politique, sont un peu blessantes. Peut-être. Moi, j'essaye. Si je l'ai fait, mais je l'ai fait, je m'en excuse, mais franchement, je ne l'ai pas fait. Je pose un problème politique, puisque vous voulez qu'on passe du temps là-dessus. Je pense qu'un mouvement les militants doivent être un peu plus consultés, qu'il faut veiller à ce que, notamment dans une équipe d'animation, ce ne soit pas que des parlementaires, que des jeunes parlementaires qui ont beaucoup de qualité, mais qui peut-être, dans le rapport qu'ils ont notamment au mouvement syndical ou associatif, etc. Tout ça, je l'ai dit. Et moi, qu'est-ce que c'est que je veux? Revenons à l'essentiel. Je veux en 2027 que ma famille politique, au sens large, elle puisse gagner. Avec qui? Voilà. Avec la NUPES. Je suis un partisan de la NUPES. Non, mais avec qui? Comme candidat? Ben justement, je suis pour que d'abord on discute. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut amener une certaine tension. C'est que pour l'instant, je ne mettrai pas de nom à cette réponse. Donc pour vous, mais ça, c'est une réponse importante. Ça veut dire que pour vous, c'est pas forcément Jean-Luc Mélenchon. Bon, je crois que pour Jean-Luc Mélenchon lui-même, parce que la dernière fois qu'on en a discuté les yeux dans les yeux, il m'a dit qu'il n'était pas candidat. Mais c'était il y a longtemps que vous en avez C'était il y a 2 mois. Peut-être que depuis, s'il a changé. Et pour vous, il n'est pas forcément le candidat naturel. Il m'a dit qu'il fallait faire sans lui. Donc, moi, je vous demande pour vous. Je pense que. Il y en a d'autres qui lui disent, si nous on veut faire avec toi, vous dites pas ça. Ah, je sais pas qui le dit. Mais c'est une discussion dans laquelle ça pourrait être intéressant qu'une équipe, un collectif, on discute. Je veux dire, Jean-Luc a énormément de qualité. Il a fait 22%. Il était un élément qui a permis à ce que la NUPES puisse exister. Mais moi, je ne dis pas qu'en 2027. Il ne faut pas que ce soit Mélenchon. Je dis par contre, parce que je prends Jean-Luc au mot, ou alors au bout d'un moment, il faut arrêter de jouer au poker, ça devient incompréhensible. C'est qu'il faut qu'on crée les conditions, premièrement, de savoir pourquoi nous avons fait 7 millions de voix, qui est formidable, mais pourquoi on n'en a pas fait plus au premier tour. Comment on fait au second tour si l'un d'entre nous est présent, qu'il gagne? Parce que la possibilité d'être face à Madame Le Pen, je ne veux pas que ce soit elle qui gagne. Parce que j'aime la France, j'aime mon pays. Moi, je suis un patriote et je ne veux pas de l'extrême droite à la tête du pays. Donc, cette responsabilité m'écrase. Le problème n'est pas de savoir si on va faire 10 ou 15% la prochaine fois. La question, c'est est-ce qu'on arrive à créer les conditions de... Non, mais... Et pour ça... Donc, raison pour laquelle, sans faire injure à qui que ce soit, je dis à l'heure actuelle, ce que vous dites. Et après, je vais citer du Bernard Cazeneuve, dans la mesure où les idées ne traversent pas une pièce toute seule. Celles et ceux qui, d'un point de vue des propositions, peut-être nous amèneront à progresser, pourra incarner ça. Voilà. Et j'exclus personne. Vous n'excluez personne, mais il y a un an, vous m'auriez dit ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon. Donc, les propos que vous tenez sont très importants. Mais en même temps, je reconnais, ça fait 3 campagnes présidentielles que je muse la vie à expliquer que Jean-Luc Mélenchon est le candidat évident, parce que, et je l'ai fait toujours. Mais vous ne le dites plus. Parce que Jean-Luc lui-même me dit, il faut faire sans moi. Oui. Donc, non, mais attendez, ou alors. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé à LFI quand même? Non, mais je le veux pas. Je le veux pas. Il y a plein de choses qu'on veut pas qui existent. Non, mais quand même. L'art de la politique, Gilles Bernstein, c'est de pouvoir réconcilier des gens fâchés. Sinon, on fait autre chose. On fait. Vous êtes fâché. De quoi? Non, mais des gens qui ont un désaccord, qui l'ont exprimé. J'ai dit ce mot parce que c'était pour le montrer. Mais l'art de la politique, on est un vrai politique quand on arrive à rassembler des choses qui semblaient difficiles. Là où la NUPES était formidable, c'est qu'on a réussi à réunir des choses alors qu'on a passé une présidentielle, alors se balançait de la vaisselle au visage. Donc ce qu'on a fait avec la NUPES, on peut faire avec la France insoumise. Pour gagner. Merci beaucoup Alexis Corbière. Dans un instant, comme d'habitude, les informés avec Jean-François Equili et l'événement politique. C'est sur France 2 ce soir avec l'événement, l'émission présentée